Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 8 décembre, Bachar el-Assad, le président syrien, a fui son pays pour se réfugier en Russie avec son épouse. Après une guerre civile de 13 ans qui a fait plus de 500 000 morts, Bachar el-Assad a été chassé du pouvoir en moins de 2 semaines par une rébellion armée. Le chef de cette rébellion, Abou Mohamed al-Joulani, est un ancien djihadiste, fondateur d'un mouvement terroriste, Jabhat al-Nosra, le Front al-Nosra. Il a ensuite pris ses distances avec le terrorisme à partir de 2016 et il se présente maintenant comme un homme politique. Qui est le nouvel homme fort de la Syrie ? Quel a été son parcours ? Pour répondre à cette question, nous avons un invité aujourd'hui dans Code Source, l'un des meilleurs spécialistes français de la Syrie, Thomas Pierret, auteur notamment de Baas et Islam en Syrie, le parti Baas qui était le parti de Bachar el-Assad. Thomas Pierret, un mot sur vous. Vous êtes spécialiste de l'islam sunnite et de la Syrie. Vous êtes chargé de recherche à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, basé à Aix-en-Provence. Pourquoi est-ce que vous aimez autant la Syrie ? C'est un beau pays ? C'est un pays magnifique, évidemment, d'une extrême richesse, je dirais à la fois humaine, patrimoniale. Les deux villes les plus anciennes continuellement habitées, donc Damas et Alep, qui sont des villes continuellement habitées depuis 7 ou 8 000 ans, avec des strates d'histoire qui sont visibles. Je veux dire, si vous allez à la mosquée des Omeyyades de Damas, vous avez des restes du temple romain, de Jupiter, qui ont été utilisés après pour construire une basilique byzantine, puis une mosquée omeyyade, et tout ça est agencé un peu comme quand on va à Rome, où on a des églises baroques construites sur des restes de temples romains. Alors bon, moi évidemment, j'ai plus une passion pour l'histoire, donc évidemment tout ça me parlait beaucoup. Alors on a choisi de commencer ce podcast sur Abou Mohamed al-Joulani le vendredi 6 décembre. Ce jour-là, il est interrogé par la chaîne internationale d'information CNN. Que dit-il en résumé ? C'est pas la première fois qu'il parle à des médias américains. Il avait fait il y a 3 ans notamment un entretien très remarqué avec la télévision PBS, où il était apparu d'ailleurs très bien habillé en costume de ville, en treillis. Donc on est toujours dans cette opération de respectabilisation, de dédiabolisation. Évidemment, il se veut rassurant, il s'adresse à travers CNN, bien sûr, il s'adresse aux États-Unis et il veut montrer patte blanche. Il parle de la question des communautés, il dit « nous ne voulons pas faire disparaître les autres communautés religieuses ». Lui, bien sûr, il représente une rébellion qui est composée de combattants sunnites, de musulmans sunnites, qui correspondent à l'immense majorité de la population syrienne. On doit être aux alentours de 80% de la population. Et son message est de dire, c'est pas parce que nous allons prendre le pouvoir que nous allons supprimer les autres communautés religieuses minoritaires, que ça soit les chrétiens, puisque évidemment, il sait que dans les pays occidentaux, il y a un intérêt particulier pour les chrétiens. Mais là, dans l'entretien avec CNN, il y avait aussi un message qui concernait aussi et peut-être surtout la communauté alawite, donc cette communauté qui représente peut-être aujourd'hui 7 à 8% de la population syrienne, dont est issue la famille Assad et la quasi-totalité des hauts gradés de l'armée syrienne. Et bien sûr, quand al-Joulani parle à CNN et se veut rassurant sur cette question, bien c'est évidemment à cela qu'on pense, au fait qu'il ne va pas chercher à se venger de manière indiscriminée contre une communauté ou une autre. Avant de revenir sur cette journée et sur ce qu'il s'est passé ensuite, on va d'abord présenter Abou Mohamed al-Joulani. Son nom de naissance, c'est Ahmed al-Shara. Il est né en 1982 à Riyad, en Arabie Saoudite. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Dans un milieu plutôt aisé, éduqué, un père économiste. Comme souvent les enfants de milieu éduqué, lui-même a un excellent niveau scolaire, puisqu'il va l'amener, d'après ce qu'on sait, à la faculté de médecine. Et que la faculté de médecine en Syrie, seuls les élèves avec les meilleures notes à la fin du lycée sont autorisés à entrer en faculté de médecine. C'est vraiment l'élite des lycéens qui est admise en médecine. Il expliquera plus tard qu'il s'est radicalisé quand il avait 17 ou 18 ans, en 2000. À quel moment donc ? 2000, c'est le début d'une période de grande tension régionale. 2000 spécifiquement, c'est le début de la seconde intifada, donc le second soulèvement palestinien. Le soulèvement palestinien, sa répression et toutes les violences qui vont ensanglanter les territoires palestiniens dans les années suivantes vont susciter une grande émotion à travers la région, que ce soit en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Parmi ceux-ci, certains qui vont effectivement passer de l'émotion à une forme de radicalisation, sachant que
Le début de l'intifada, donc du soulèvement palestinien, se produit environ un an avant les attentats du 11 septembre, qui vont amener à l'avant-plan Al-Qaïda, l'organisation djihadiste, dans laquelle un certain nombre de jeunes de la région vont voir une réponse à leur colère. Puis on a cet enchaînement d'événements, puisqu'on a, dans la foulée des attentats du 11 septembre et dans le cadre de la riposte américaine à ce qui se passe en 2001 à New York et Washington, l'invasion de l'Irak, qui va être une nouvelle étape, bien sûr, dans la radicalisation d'Abu Mohammed al-Jolani. Le choc et l'effroi, c'est le nom de l'offensive américaine, c'est aussi la réalité sur Bagdad depuis l'attaque d'hier soir. Et justement, après l'invasion américaine de l'Irak en 2003, Abu Mohammed al-Jolani part combattre dans ce pays voisin de la Syrie avec Al-Qaïda aux côtés du terroriste Abu Musab al-Zarqawi, le chef d'Al-Qaïda en Irak. C'est une histoire complexe, c'est-à-dire qu'Abu Musab al-Zarqawi, à la base, n'est pas un membre d'Al-Qaïda, c'est quelqu'un qui avait ses propres camps d'entraînement en Irak, même sa propre organisation, qui s'appelait Al-Tawhid wal-Jihad, l'unicité divine et djihad, qui s'est réfugié en Irak avant l'invasion américaine, puisqu'il était en Afghanistan et qu'en 2001, suite aux attentats de New York et Washington, les Américains occupent l'Afghanistan. Lui s'enfuit et va se réfugier dans le nord de l'Irak, dans le Kurdistan irakien, et en particulier dans une région montagneuse qui n'est pas réellement gouvernée par qui que ce soit, donc c'est la raison pour laquelle il décide de s'y installer. Et en 2004, on est un an après l'invasion américaine, l'organisation de Zarqawi fait allégeance à Al-Qaïda, donc à Oussama bin Laden, et devient Al-Qaïda en Mésopotamie. Et donc c'est à cette organisation que se rallie Abu Mohammed al-Jolani. Abu Mohammed al-Jolani rejoint donc les rangs d'Al-Qaïda en Irak, mais ensuite il est fait prisonnier par les Américains. Il est détenu pendant au moins plusieurs années dans une prison tenue par les Américains en Irak, la plus célèbre étant Abu Ghraib. Mais vous tenez à rester prudent sur cette période. Le problème est qu'il y a plusieurs versions qui circulent. Il y en a qui le voient prisonnier à la prison d'Abu Ghraib, d'autres à la prison de Kambouka, qui est, semble-t-il, la version correcte. La durée évoquée va de 5 ans à 1 an ou 2. Ces prisons, évidemment, vont mettre en contact des gens de régions différentes, de pays différents. Même, elles favorisent la création de réseaux djihadistes. On a vu d'ailleurs la même chose en Syrie, hein, c'est-à-dire même à Saïnaya. On sait que ces prisons ont été des incubateurs, en réalité. Beaucoup plus que des endroits où ces détenus auraient pu se déradicaliser. En réalité, ils ont densifié leur réseau qu'ils ont pu mettre à profit par la suite pour développer leurs organisations. Les révoltes dans la région ont également poussé les Syriens dans la rue. Une mobilisation loin des caméras dans un pays verrouillé. En 2011, une révolution débute en Syrie, révolution qui est réprimée dans le sang par le leader syrien Bachar el-Assad. Abu Mohammed al-Jolani a retrouvé sa liberté à ce moment-là et il part dans son pays d'origine pour se battre. En 2006, Al-Qaïda en Irak a pris le nom d'État islamique en Irak. Donc Abu Mohammed al-Jolani est dépêché en Syrie pour créer une filiale, mais qui ne va pas opérer sous le nom de l'État islamique en Irak, mais sous le nom d'une nouvelle organisation, mystérieuse au début, donc Jabhat al-Nusra, le Front du soutien, qui, quand elle annonce sa création en janvier 2012, ne fait référence à aucune espèce d'affiliation extérieure. Alors on soupçonne très vite qu'elle est liée à la mouvance Al-Qaïda au sens large. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'État islamique en Irak cherche absolument à cacher les liens qui pourraient la lier à cette organisation. En France, c'est ce qu'on appelle le Front al-Nosra. Et effectivement, il y a des liens qui vont être révélés ensuite. Oui, en fait, ils vont d'abord être révélés parce qu'en 2013, l'État islamique en Irak, qui est mécontent des politiques de al-Jolani, grosso modo, il estime qu'al-Jolani est trop indépendant et qu'il... Notamment, il fait des alliances avec des groupes rebelles qui ne sont pas idéologiquement alignés sur ni Al-Qaïda, ni l'État islamique, on va dire des groupes non djihadistes, pour certains même proches des frères musulmans, etc. Et en avril 2013, Abu Bakr al-Baghdadi affirme que Jabhat al-Nusra n'a jamais été qu'une filiale de l'État islamique en Irak, que sa franchise est révoquée, et qu'il n'y a désormais plus qu'une seule organisation qui opère des deux côtés de la frontière, c'est l'État islamique en Irak et au Cham. Mais lui donc, Abu Mohammed al-Jolani, comment il réagit face à ça? Il refuse. Il dit non, moi je vais continuer sous le nom de Jabhat al-Nusra, je garde mon indépendance. Et le divorce est compliqué parce que le commandement central d'Al-Qaïda qui se trouve entre le Pakistan et l'Afghanistan, donc à l'époque on n'a plus Bin Laden mais Ayman al-Zawahiri puisque Ben Laden a été assassiné par les Américains en 2011, Zawahiri soutient al-Jolani.
en disant « mais en fait El-Jolani a raison, il vaut mieux qu'il y ait une organisation irakienne et une organisation syrienne ». Donc il va prendre parti pour El-Jolani, et El-Jolani, lui, cette fois-là, lui prête directement allégeance, c'est-à-dire qu'il court-circuite l'État islamique en Irak, il ne reconnaît plus aucune autorité, il va faire directement allégeance à Zawahiri, et c'est là que Al-Nusra, le front Al-Nusra, va devenir officiellement la branche syrienne d'Al-Qaïda. À partir de 2014, les terroristes de l'État islamique fondent une sorte d'État non reconnu par l'immense majorité de la communauté internationale sur une partie de l'Irak et de la Syrie. Abu Mohamed al-Joulani et donc son mouvement Jabhat al-Nosra, le Front al-Nosra, ils ont quel rôle dans cet État islamique ? Aucun, parce qu'ils sont en guerre contre l'État islamique. Al-Nusra contrôlait pas mal de puits de pétrole dans l'est de la Syrie, donc dans les régions qui sont aujourd'hui contrôlées par des combattants kurdes. C'était une partie importante de ses revenus. Ces régions vont être prises par l'État islamique, donc vont priver le Front Al-Nusra de ses revenus. Ils vont aussi le priver d'une grande partie de ses combattants, puisque une partie importante des combattants, notamment des combattants étrangers qui se trouvent en Syrie, vont quitter Al-Nusra et rejoindre l'État islamique. Donc c'est une traversée du désert, si j'ose dire, pour Al-Nusra. Il y a des combats aussi, des combats très très violents entre les deux organisations. La première réaction d'Al-Jolani, ça va être de faire de la surenchère. C'est-à-dire pour essayer de garder un maximum de combattants, parce qu'il y a dans les milieux djihadistes, évidemment à l'époque, une fascination pour ce qu'est en train de faire l'État islamique, puisqu'il a l'air invincible, il est en train de prendre la moitié de l'Irak, l'immense ville de Mossoul, la moitié de la Syrie, donc on a l'impression que rien ne va les arrêter. Et évidemment, beaucoup de djihadistes se disent qu'ils vont monter dans le train qui avance le plus vite. Pour garder ce qu'il peut garder de combattants à l'époque, Al-Jolani va jouer d'abord la carte de la radicalisation. Il va par exemple faire courir le bruit qu'il va proclamer un émirat. C'est moins bien qu'un califat, puisqu'un califat c'est censé être une autorité qui s'étend sur tous les musulmans du monde, alors qu'un émirat est juste une entité territoriale. Il y a aussi une période à ce moment-là de radicalisation au sens où on va avoir par exemple des exécutions publiques pour des faits de meurtre, un peu comme ce qu'a fait l'État islamique, avec cette mise en scène de la violence, de l'imposition d'un ordre islamique extrêmement rigoriste et violent. Pendant un an et demi, 2 ans, cela va faire ce genre de choses, s'engager dans une surenchère pour essayer de faire pièce à l'État islamique. Donc Abu Mohamed al-Joulani combat l'État islamique en Irak et en Syrie, mais sa tête est mise à prix par les États-Unis, 10 millions de dollars. En 2017, Abu Mohamed al-Joulani crée une nouvelle organisation qui va succéder au Front al-Nosra, mouvement baptisé HTS pour Hayat Tahrir al-Sham, qu'on pourrait traduire par Instance de libération de la Syrie. Qu'est-ce qui change par rapport à al-Nosra ? Pas mal de choses. Il y a d'abord précisément une rupture de l'allégeance à Al-Qaïda qui va être progressive, c'est-à-dire qu'au début, al-Jolani présente ça à Zawahiri comme un divorce à l'amiable. Mais ça va évoluer vers une rupture beaucoup plus profonde. Concrètement, à ce moment-là, Mohamed al-Joulani prend ses distances avec le terrorisme, c'est ça ? Oui, il le fait bien savoir au service de renseignements occidentaux que non seulement son organisation n'a qu'une ambition de ce type, mais qu'elle va faire en sorte que les gens qui sont basés à Idlib fassent de même. Oui, parce qu'à cette période, le HTS prend progressivement le contrôle de la province d'Idlib en Syrie, dans le nord-ouest du pays. Il y a 2 volets à cette prise de contrôle. Il y a un volet militaire qui consiste en une série d'affrontements avec d'autres groupes rebelles. Dans l'espace de 2 ans, tous ces groupes vont être, alors pas complètement détruits, mais suffisamment affaiblis pour être, on va dire, vassalisés. Le deuxième volet de l'action d'HTS, ça va être de créer une administration civile qui s'appelle le gouvernement de salut syrien, qui est une espèce de gouvernement technocratique. Alors, contrôlé par HTS, mais qui, on va dire, constitué pour l'essentiel de figures qui n'appartiennent pas à HTS, qui est une manière pour HTS de se mettre en retrait et de ne pas faire apparaître la province d'Idlib comme une espèce de nouvel émirat djihadiste, parce qu'il n'y a pas forcément un grand appétit à cette époque-là pour une nouvelle expérience de gouvernance djihadiste pure et dure. Et donc, le calcul d'Al-Jolani, c'est que cette espèce d'administration civile qu'il va contrôler à distance, c'est un système plus flexible en fait, où il va pas s'exposer directement non plus sur tous les plans, notamment sur la question de la gestion économique, etc. Et comment vivent les gens dans la province d'Idlib sous contrôle indirect, donc on l'a compris, d'HTS ?
Si ce qui vous préoccupe, c'est une stabilité minimale, un niveau de sécurité minimal et des services, des infrastructures qui tournent au niveau de l'électricité, de l'eau, etc., on vit sans doute un peu mieux à Idlib que dans le reste de la Syrie. Si ce qui vous préoccupe, c'est par exemple, pour une femme, de pouvoir vous promener dans la rue sans porter le voile ou d'écouter de la musique à tue-tête. Bon, là, c'est sans doute pas l'endroit. Il y avait sans doute davantage de liberté de ce point de vue dans les zones contrôlées par le régime. Vous l'avez dit, Hamou Mohamed Al-Joulani a pris ses distances avec le terrorisme et il l'a signalé aux services de renseignement occidentaux. Il a aussi changé son apparence physique. Effectivement, il y a une espèce de très longue transformation. Il fait sa première apparition télévisée, si je ne m'abuse, je crois, en 2013, mais masqué, presque filmé de dos. La première fois où il va montrer son visage, c'est en 2016, lorsqu'il annonce la rupture des liens avec Al-Qaïda. Il annonce rompre les liens avec Al-Qaïda, mais en même temps, il a un look qui fait vraiment penser à celui de Ben Laden dans sa grotte en Afghanistan. Donc très militaire, turban blanc sur la tête. Il est encore en train quand même d'en appeler un imaginaire djihadiste. Et puis, il va petit à petit enlever le turban, mettre des casquettes militaires à la place. Et puis, comme je l'expliquais, en 2021, donner cet entretien à la télévision américaine PBS en costume. On l'a vu beaucoup dans des tenues un peu, je dirais, militaro-sportives, que certains ont comparé au look du président ukrainien Zelensky. C'est sans doute totalement volontaire et pas du tout un hasard. Je pense qu'il a sans doute des bons conseillers en communication et il a fait des vidéos courtes où il est avec son téléphone en main, où il s'adresse à tel dirigeant, etc., qui sont copiés effectivement sur la communication de Zelensky. Le 7 octobre 2023, les islamistes palestiniens du Hamas lancent un raid meurtrier en Israël. 1160 personnes sont tuées, dont environ 800 civils. Israël lance une offensive massive en représailles à Gaza. Des bombardements qui vont faire plus de 40 000 morts à Gaza, dont plus de 14 000 enfants, d'après le Hamas et l'UNICEF. Israël va également viser le Hezbollah, un mouvement basé au Liban et soutenu par l'Iran et par la Syrie. Thomas Pierret, la Syrie est en pleine guerre civile depuis 2011, guerre qui a fait plus de 500 000 morts. Qu'est-ce qui change à partir de là ? Alors ça change d'abord la donne pour le régime syrien parce qu'en fait, c'était l'Iran qui maintenait à bout de bras le régime syrien en vie. Une énorme partie des hommes en armes en Syrie qui défendaient le régime étaient directement payés par l'Iran. C'était des dizaines de milliers de combattants, alors qui pouvaient être syriens, mais qui étaient payés par l'Iran, commandés par l'Iran. Une fois que toute cette infrastructure s'effondre, en fait, il reste une armée syrienne qui est totalement exsangue, démoralisée, corrompue, et El-Jolani étant très bien informé, parce qu'il a vraisemblablement des réseaux de renseignement. Ça aussi, c'est une dimension qu'on découvre maintenant, qu'on avait peut-être sous-estimée, mais avec à la fois une capacité de collecte de renseignements sur l'état de l'ennemi et d'infiltration aussi de l'État syrien, je pense, avec aussi une capacité à nouer des contacts à l'intérieur de l'État syrien qui s'est révélée tout à fait impressionnante. Et tout ça lui permet de comprendre sans doute que à la fin de l'année 2024, le fruit est mûr et qu'il ne manque qu'à tomber. Et on l'a beaucoup dit, la présence russe en Syrie est affaiblie à cause de la guerre en Ukraine. Il y avait 2 grandes bases russes en Syrie. Est-ce qu'on sait ce qu'il se passe à l'automne ou au début du mois de novembre ? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur à ce qu'il va suivre ? Il y a un élément déclencheur à court terme qui est très local, qui est que depuis quelques mois, les populations des régions situées le long de la ligne de front n'en peuvent plus du harcèlement mené par le régime au moyen de drones. Le régime utilise des petits drones, ce qu'on appelle des FPV, donc First Person View, ces drones qui sont très utilisés en Ukraine. L'opérateur du drone a une vision comme s'il était à l'intérieur du drone et qui va lui permettre de lancer le drone. C'est des drones suicides, donc avec une extrême précision. Et le régime va en faire une utilisation intensive contre toutes les personnes qui vivent et travaillent de l'autre côté de la ligne de front. Donc ça peut être des agriculteurs, ça peut être des transporteurs routiers. Et ça va paralyser la vie économique dans les régions de la ligne de front et créer une espèce de pression populaire en fait sur HTS pour que quelque chose soit fait militairement pour mettre fin à ces attaques. Le 27 novembre, le HTS d'Al-Joulani lance une grande offensive militaire en Syrie. C'est présenté comme une opération qui doit mettre fin à ces attaques
du régime. Et c'est pour ça que l'opération est présentée au début comme une opération avec des objectifs assez modestes en réalité, qui est de repousser la ligne de front, de dissuader le régime de poursuivre ses agressions. Mais ça va très vite, le HTS s'empare de plusieurs villes en quelques jours. Là, effectivement, c'est-à-dire que les défenses d'Alep s'effondrent dès la première journée et que, au bout de quelques jours, HTS se rend compte qu'il peut entrer dans Alep, qu'il peut prendre la ville presque sans résistance, avec quand même une vraie bataille qui va avoir lieu autour de la ville de Hama. Le régime a envoyé une de ses unités d'élite, qui est la 25e division, qui est réputée être capable de retourner les situations difficiles, sauf que là, elle va se faire écraser. Et là, je pense que c'est un séisme parmi les forces du régime, et ça explique pourquoi, peut-être à partir de ce moment-là, plus personne ne croit que le régime va être capable de résister à l'avancée des rebelles. Et juste après la prise d'Alep, le mouvement HTS publie des communiqués pour essayer de rassurer les différentes communautés, notamment les minorités. Parce qu'à Alep, il y a en particulier deux minorités qui sont concernées, qui sont les chrétiens. Parce qu'Alep est historiquement une ville où il y a eu une minorité chrétienne significative. Donc il s'agit de rassurer la population des quartiers chrétiens qui vont passer sous l'autorité de HTS. Et il y a également un grand quartier kurde, le quartier de Cheikh Massoud. Problème plus épineux parce que là, il y a des défenseurs armés dans le quartier kurde, à qui, à ma connaissance, ils sont toujours d'ailleurs. Mais il y a une volonté de la part d'HTS d'éviter de toute façon le conflit avec les Kurdes pour l'instant, parce que sa priorité, c'est de foncer vers le sud, vers Damas. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Thomas Pierret, le vendredi 6 décembre, quand Al-Joulani répond à CNN, il est donc vraiment en position de force. Il est en position de force, effectivement, puisqu'il vient de vaincre une division du régime sur laquelle tout le monde, du côté du régime, comptait pour arrêter les rebelles. Tout le monde a compris que l'armée syrienne n'était plus en mesure de faire quoi que ce soit, et on comprend assez vite que les parrains internationaux du régime, Iran et Russie, sont en train de le lâcher. Il y a vraisemblablement eu une négociation, donc le 7, entre HTS et l'Iran et la Russie, et c'est à ce moment-là, en fait, que HTS obtient le lâchage final d'Assad par ses soutiens extérieurs. Le samedi 7 décembre, les rebelles syriens foncent sur Damas et il n'y a pas de résistance ou presque. Le lendemain, le dimanche 8, Bachar el-Assad et son épouse décollent de Damas, direction la Russie de Vladimir Poutine. La Russie qui dit les accueillir pour des raisons humanitaires. Quelques heures plus tard, Abu Mohamed al-Joulani entre dans Damas. Il y fait quoi? Sa première visite, c'est la mosquée des Omeyyades. C'est éminemment symbolique. Je veux dire, la mosquée des Omeyyades, c'est depuis le 8e siècle le lieu de la rencontre du pouvoir religieux et du pouvoir politique. C'est le siège de l'empire omeyyade, qui est le premier et le plus grand empire de l'histoire de l'islam. Même à l'époque où HTS ne contrôlait qu'une partie de la province d'Idlib, même pas toute la province, l'iconographie officielle d'HTS incluait très fréquemment des images de la mosquée des Omeyyades, qui symbolisaient l'ambition nationale du mouvement. Entrer dans la mosquée des Omeyyades, c'est une manière évidemment de matérialiser, de montrer que cette ambition s'est matérialisée. Abu Mohamed al-Joulani veut maintenant qu'on l'appelle par son nom de naissance, Ahmed al-Shara. Pourquoi? Bien, parce que Abu Mohamed al-Joulani était un nom de guerre, donc qui le renvoyait à son passé de militant djihadiste, puisque dans les groupes djihadistes, il est coutume d'adopter ce type de surnom. Et qu'il veut maintenant être un homme d'État. Et un homme d'État ne se fait pas appeler par son nom de guerre, mais par son vrai nom. Et Abu Mohamed al-Joulani, donc Ahmed al-Shara, il est vraiment un politique? Il est assurément un politique. Alors, être un politique ne veut pas dire qu'on est nécessairement modéré ou qu'on va le rester. Ça va dépendre des dynamiques politiques que je ne peux pas prévoir. Mais c'est un politique, en tout cas, quelqu'un d'extrêmement pragmatique et qui a montré dans sa carrière déjà qu'il était capable d'être pragmatique. Il était capable d'aller dans un sens et puis dans l'autre, et puis de revenir dans un sens et de repartir dans l'autre selon l'intérêt du moment. Je pense que c'est ça la définition du politique. Est-ce que les Syriens doivent se méfier de lui? On doit toujours se méfier d'un homme fort qui est trop fort. Toute la question, c'est d'arriver à bâtir des institutions où il y a des contrepoids. Il y a les ressources pour ça en Syrie. Après, toute cette mobilisation de la population syrienne contre le régime pendant 14 ans. Et il est important que ça soit préservé justement pour qu'il y ait des contrepoids face au nouveau pouvoir.
Merci Thomas Pierret, je rappelle que vous êtes spécialiste de l'islam sunnite et de la Syrie, chargé de recherche à l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, à Aix-en-Provence. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Pénélope Gualquirotti, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, notre podcast consacré aux grandes affaires criminelles, disponible également sur toutes les plateformes audio.